Il est à mes côtés en studio cette semaine. Yohan Lennes, on va toucher du bois et j'espère que je ne vais pas nous créer de malheur. J'espère qu'il n'y aura pas de problème technique aujourd'hui, mon cher ami. T'es loin? T'habites où, hein? Ben, c'est Saint-Amab. Hein? Okay. C'est quand même assez loin. Hein? Des fois, la connexion a de la difficulté à se rendre. Puis dans le sous-sol, en plus, c'est pire. On salue tous les gens de Saint-Amab. Très beau, très belle ville, d'ailleurs. Là. J'ai de la famille qui habitait là-bas avant. Mais bref, ouais, c'est ça. Pas toujours évident à distance. On y est arrivé quand même presque jusqu'au bout la semaine passée. Mon cher Yohan. Là, je vois aussi que quand on s'est vu tantôt, tu boites même plus. 2 semaines post-opération. Ouais. Ça se passe très bien. Si je peux me permettre, je veux remercier Accès Physio, Sébastien Auclair, qui est mon physio, qui m'aide énormément depuis l'opération. Donc, ça va de mieux en mieux. Le White Lion va faire un retour très bientôt. Hâte d'avoir des nouvelles à ce sujet-là. On va mettre la table pour Samouraï 17. C'est cette semaine du côté de Gatineau, en fait, du Casino du Lac-Lémy. Énormément de choses à l'émission aujourd'hui et ça commence à l'instant. Bienvenue au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. Alors, j'y suis. Samouraï MMA qui aura lieu ce vendredi. Donc, on met la table pour ça. On revient sur le UFC 322, bien sûr, en détail. Yohan a plein de trucs techniques à nous présenter par rapport à ce qu'il a vu dans les différents combats de championnat, les 2 combats de championnat qui étaient en vedette la semaine passée. On met la carte pour l'UFC Doha. Première fois que l'UFC sera au Qatar. 2 très, très gros combats. Tsarukyan contre Hooker, ça va être excellent. Ian Machado Gary contre Belal Mohamed à 170 livres. Cette division-là est en plein chamboulement. Dans les sections nouvelles, combattant qui quitte peut-être momentanément. On ne parle pas de retraite. Un combattant bien connu qui prend une petite pause. Un retour peut-être d'une combattante bien connue également. Bref, restez jusqu'à la fin de l'émission pour les actualités. Tout d'abord, UFC 322, comme d'habitude au Madison Square Garden, on avait droit à une carte tout simplement sensationnelle. Commentaire général d'abord, Yohan, sur les 2 combats de championnat. On s'attendait à des... Moi, je salivais. Là. J'avais très, très hâte de voir ces combats-là. Et je suis resté un petit peu sur mon appétit en termes de spectacle. Islam Makhachev et Valentina Shevchenko ont carrément dominé leurs combats respectifs. Donc, côté spectacle, c'était pas très serré, mais je veux dire, il faut rendre à César ce qui lui revient. Ces 2 personnes-là, ces 2 combattants-là sont dans une classe à part. Là. C'était des masterclass, comme on peut dire, comme tu l'as mentionné. On s'attendait à des guerres, on s'attendait à un combat très serré, mais on a vu 2 combattants au sommet de leur performance, au sommet de leur division, dominer de manière vraiment convaincante. Là. Moi, ce que j'ai vu, c'est un j'ai vu JDM commencer le combat très rapide, comme il devait faire. Mettre une bonne pression, mais il s'est fait surprendre en commençant. Makhachev, dès les 2 premières secondes, un coup de pied au mollet très puissant. Et par la suite, dans les 5 secondes suivantes, un autre coup de pied au mollet. Ça l'a déstabilisé JDM parce que Mandela, c'est un combattant qui est très large, qui se positionne très large sur ses pieds puis qui a un bon jeu de pied. Puis là, ne pouvait plus utiliser une de ses armes numéro 1. Commençait à penser à ça. Islam a installé sa boxe, commençait à lever les mains. Les entrées pour les takedowns ont rentré. Vraiment, ça a été une performance dominante de A à Z de Islam Makhachev. Makhachev qui a égalé le record qui tenait depuis 2012 d'Anderson Silva, 16e victoire consécutive à l'UFC, devient double champion de l'UFC, champion dans 2 catégories de poids, seulement le 12e combattant, homme ou femme confondu, à réussir ça dans l'histoire de l'organisation. 19 minutes de contrôle sur 25 au total. C'est ça. Les 2 n'avaient pas perdu depuis 2016. On se disait, si Jack est en mesure de faire ou de répéter l'exploit qu'il a fait contre Belal Mohamed, c'est-à-dire, oui, si ça va au sol, mais être en mesure de se relever, on le savait qu'il était moins bon en lutte, mais on se disait, s'il est capable de garder ça sur ses pieds, de laisser aller ses mains, tout ça, il peut avoir une chance. Mais Islam a complètement dominé. Je sais, mais la grosse différence a vraiment été au niveau de la préparation, le plan de match de Islam Makhachev semblait tellement clair. La pression est venue extrêmement vite du côté de Jack et Islam Makhachev a répondu avec un coup de pied au mollet. Je suis persuadé que ça faisait partie de son plan de match. Puis c'est de là l'importance d'avoir un plan de match.
Mais comment tu t'expliques d'abord que ça a juste pris ça? Parce qu'à partir de OK, peut-être 30 secondes, Jack Della Maddalena a semblé avoir une chance de gagner. 24 minutes 30, on regardait dans son visage, puis il avait l'air de dire qu'est-ce que je fais ici, ça marchera pas du tout. J'ai pas le goût d'être là, je veux m'en aller. Il avait l'air brisé complètement. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'il était vraiment surpris de la tactique, peut-être de la puissance de Islam Makhachev, les coups de pied au mollet qui ont vraiment fait du dommage. Par la suite, Islam a pu installer un petit peu ses mains, les entrées, le timing d'Islam pour les amener au sol. Moi là, je donne un chapeau à Jack Della Maddalena parce que, honnêtement, il a fait les 5 rounds. Il a semblé être dans des positions très vulnérables. Ça a semblé très difficile. Il y a eu du dommage. Oublions pas que Islam Makhachev a terminé ses 3 derniers combats avant la limite, là. Donc, il a quand même réussi à toffer le combat au complet. On parle d'un champion tellement dominant, Makhachev. Puis, donc, oui, ça n'a pas été un combat facile. Ça a été une domination, mais il est allé jusqu'au bout, là. Tu donnes du crédit à Jack Della Maddalena. Veux-tu savoir qui ne lui donne aucun crédit? Ouais. Ian Machado Gary. J'ai eu la chance de lui parler. Lui, il va se battre cette fin de semaine. On va écouter son analyse et ses impressions de cette tentative de défense de titre de Jack Della Maddalena remportée par Islam Makhachev au final. JDM looked like an amateur. That was not the same JDM that we seen fight Bilal Muhammad. So I don't know what him and his team did, but it was possibly the worst title defense I've ever seen. They looked like they hadn't prepared for a takedown. So it was absolutely atrocious, and he should be ashamed of himself. It was a man who had been broken, a man who had been beat where he was supposed to be better, which is on the feet. Islam beat him on the feet and then played with him like he was a child on the ground. I'm shocked Islam didn't put the foot down on the accelerator and go for a finish, because Jack mentally was broken. He looked like he was crying in between the rounds. Mm-hmm. So, and that's not a negative. That's just pointing out the obvious. Like, when you watch the fight, he looked like he did not want to be there. Mm-hmm. What I'm kind of shocked that his team didn't sit there and say to him, Jack, do you want to be here? Jack, do you want to continue? Because I guarantee if you would have asked him that question, he would have said no. And then what you do is you protect your fighter. Throw the towel in. It's okay. You're not good enough. Know that. So him and his team should be ashamed of themselves for the lack of preparation and the horrendous excuse of a world title defense. But on the flip side of that, Islam Makhachev is absolutely amazingly talented. Traduction rapide pour ceux qui sont moins à l'aise en anglais. Jack et son équipe devraient avoir honte. Aucune préparation. On dirait qu'ils n'avaient jamais vu une tentative d'amener au sol de leur vie. Ils n'ont pas su comment réagir. Jack semblait pleurer entre les rounds. Son équipe aurait dû lancer la serviette parce que clairement, il n'y avait pas d'affaire dans le même octogone qu'Islam Makhachev. Faut reconnaître qu'il n'était pas de calibre pour ce combat-là. Crédit quand même à Makhachev qui a fait un combat sensationnel. Mais pour Ian Gary, qui bien sûr n'a pas la langue dans sa poche, on connaît le personnage, Jack, et il y a eu depuis quelque temps une petite, quand même une animosité entre ces deux gars-là aussi, mais clairement, il dit que c'est la pire défense de titre de l'histoire de l'UFC ou que moi j'ai vu. Ça m'a fait penser à Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev, un petit peu ce combat-là. Le champion s'est fait carrément... Il a dit aussi, Gary, il a joué avec comme un petit... Il l'a déclassé au niveau debout, comme tu as bien expliqué, alors que c'est la force de JDM. Puis après ça, il l'a amené au sol comme si c'était une poupée de chiffon, puis il a joué avec comme un enfant. C'est pas faux. Non, c'est pas faux. On peut comprendre la frustration du côté de Ian Gary parce que Ian Gary était quand même bien placé sur la liste pour être les futurs contenders pour un combat de championnat. Il a fait le poids à Montréal. Exactement. En tant que combattant substitut si Jack ou Belal n'avaient pas pu combattre. Oui, exactement. Puis, invaincu à l'UFC, là, on lui avait donné Rakhmonov, a perdu, mais a offert une performance incroyable. Là, lui veut un combat de championnat. C'est normal qu'il y ait peut-être une petite guerre entre les deux. Va devoir répondre de ses paroles contre Belal. En fin de semaine, c'est pas un combat qui est donné, ça non plus. Là, donc, Non, exact. En terminant pour le combat final, après ça, on parle de la demi. Islam Makhachev, donc, avec cette 16e victoire de suite, est remonté au premier rang, livre pour livre, dans les classements officiels de l'UFC, a redépassé Ilia Topuria. Donc,
officiellement, selon l'UFC, meilleur combattant livre pour livre au monde. D'accord avec ça. Et la suite, on parle beaucoup de Kamaru Usman par respect pour l'ancien champion. C'est peut-être pas lui qui le mérite le plus en termes de performances récentes, mais il a été un grand champion lui aussi. Donc, est-ce que tu serais d'accord avec cette avenue pour une première défense de titre de Makhachev? Écoute, Usman classé 9e maintenant. OK, oui, il a gagné son dernier combat contre Buckley. C'est un grand champion sur une belle lancée. J'aimerais peut-être voir Usman regagner un combat ou deux peut-être avant de retourner là. On le sait que c'est une catégorie qui est à 170 livres. On a Morales, on a Prates qui a gagné son dernier combat. Là, on a Belal contre Gary. Donc, c'est vraiment une grosse catégorie où est-ce qu'il y a beaucoup de gros noms. Brady a perdu en fin de semaine, mais il ne faut pas l'oublier. Là, c'est un gros nom, ça aussi. Donc, Usman contre Makhachev, possible. J'ai vraiment hâte de voir c'est quoi la suite pour Islam. Là. Exact. On verra aussi combien de temps il va demeurer. Il y a toujours des petits soupçons de dire est-ce qu'il ne se battra pas longtemps. C'est pas le genre de gars qui va s'accrocher non plus. Donc, je pense pas qu'il va prendre sa retraite à très courte échéance, mais c'est pas un gars qui, selon ce qu'on entend de son entourage, qui prévoit encore combattre pendant 10 combats. Là, et il y a Ilia Topuria qui lui a lancé un défi aussi. Oui, qui est encore là. Ilia Topuria qui veut revenir sur la table. Là. Exact. Valentina Shevchenko contre Zhang Weili, on en a glissé un mot très rapidement, mais encore une fois, la championne, cette fois-ci Valentina, qui défendait son titre contre Weili, qui montait de catégorie. On a compris pourquoi il y a des catégories de poids. Si Makhachev a réussi, lui, ça montait à 170. Ça n'a vraiment pas été le cas pour Zhang Weili, qui a vraiment paru pas dans sa catégorie de poids. Physiquement, au niveau de la technique aussi, Valentina était vraiment supérieure et elle a utilisé tous ses outils dans son coffre pour dominer pendant aussi 25 minutes la chinoise. Et Zhang Weili qui était très bonne, on s'attendait vraiment à un des combats les plus historiques, mais on a vu que Valentina, au niveau de la force physique, de la vitesse, était supérieure. Puis ça s'est vraiment joué au niveau des amenés au sol. Quand on a vu au sol, là, Weili qui n'a pas été en mesure de récupérer. T'sais, on a vu qu'elle n'a pas été en mesure de récupérer. Valentina savait que le chemin simple pour gagner le combat, c'était de travailler un petit peu debout, mais d'amener le combat au sol assez rapidement, puis de pouvoir échanger ça. Clairement, on a vu qu'elle était en plein contrôle. 14 minutes de contrôle pendant le combat. Donc, ça démontre à quel point elle était dominante. Puis ça, c'est sans compter sur ses pieds. La vitesse, la précision, tout était en sa faveur ce soir-là. Ouais, tu nous disais que peut-être une des clés pour Zhang Weili, c'était sa vitesse. Exactement. On se rend compte que non, elle n'était pas plus rapide que Valentina. Puis à chaque fois qu'elle... Tu sais, elle est un peu moins technique avec sa boxe aussi ou avec son combat debout. Donc, chaque fois qu'elle rentrait à l'intérieur, elle avait besoin de s'approcher en raison de sa plus petite taille. Donc, elle avait besoin de couper la distance. Puis à chaque fois qu'elle tentait de rentrer à l'intérieur, c'était facile en raison de la force physique de Valentina de juste la tasser, de la prendre puis de l'amener au sol. Je veux dire, donc, elle pouvait pas se faire justice, Zhang Weili, debout parce qu'elle devait trop s'approcher. Et quand elle s'approchait trop, impossible pour elle de défendre des amener au sol. Donc, c'était vraiment comme... Il y avait vraiment rien à faire pour la Chinoise. C'était un sac à surprise pour Weili parce que Valentina, on sait que Zhang Weili, elle travaille beaucoup avec sa boxe, donc beaucoup avec ses mains. Couper la distance avec ses mains, c'est bien, on utilise notre jab. Mais de l'autre côté, on a la Valentina qui travaille avec ses mains, qui travaille avec ses coudes, qui travaille avec ses genoux, qui travaille avec ses kicks aussi. Donc, on ne sait jamais ce qu'on a en avant de nous, ça va venir de où. Donc, très difficile à déchiffrer, puis a utilisé tout son arsenal de coups samedi soir. Donc, ça a été très difficile. Là. Elle a eu l'avantage, c'est ça, même debout, parce que je regardais les statistiques. 60% de précision sur ses coups significatifs, c'est quand même très élevé. 11e victoire en combat de championnat pour la vétérane Valentina Shevchenko, qui a 37 ans. Elle égale un record de l'UFC d'Amanda Nunes. Et là, parlant de Nunes, en fait, Weili, tout d'abord, va retourner à 115 livres, affronter Mackenzie Dern, qui a obtenu la ceinture il y a quelques semaines. Ça fait peu de doute. Et pour Valentina, Nunes est une option parce que c'est elle-même, Amanda Nunes, qui a dit « Je reviens à 135, j'affronte Kayla Harrison, je vais chercher la ceinture, puis ça me dérange pas, je vais descendre à 125 livres, affronter Valentina Shevchenko. » Je vais le croire quand je vais le voir. Là. Faire 125 livres pour Amanda Nunes, aïe, 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 je suis vraiment pas certain. Mais Shevchenko a dit
il y a plein d'options là, à 125 livres. Puis c'est vrai qu'il y a un petit renouveau dans cette division-là. Il y a Natalia Silva qui était Moi, je pense notamment à Natalia Silva, là, qui est sur une très belle lancée. Là. Exact. Natalia Silva, c'est elle, je pense qu'elle est sur 8 victoires consécutives. Elle est sur 13 victoires consécutives. Okay. Elle est 7-0 à l'UFC. Voilà. Elle n'a pas négligé. Là. Et je pense qu'elle a l'attention. On ne l'a pas vue, elle, depuis Montréal, donc, où elle avait battu Alexa Grasso. Erin Blanchfield a gagné un beau combat contre Tracy Cortez pour être sur la courte liste également. Bref, des options pour Valentina qui pourrait, elle aussi, monter à 135. Oui. Potentiellement, Kayla Harrison ou Amanda Nunes. Amanda Nunes et Valentina se sont déjà affrontées. Deux fois, exactement. Nunes a gagné deux Les fois. Deux fois, Nunes avait gagné, mais des combats assez serrés. Hein? Tu demandes à Valentina Shevchenko, je le sais parce que je lui ai demandé, elle a dit je suis 1-1 contre Amanda Nunes, je suis pas 2-0. Tu t'es pas ostiné avec. Non, je te l'ai dit quand elle était la semaine passée. Quand elle dit quelque chose, ça laisse peu de place à renchérir ou à contredire. Elle est très sérieuse, hein? À son affaire. Hein? Honnêtement, je sais pas si elle a quelqu'un dans sa vie, mais cette personne-là doit. Elle écoute. Ça doit marcher droit parce que. Ouais, exact. Michael Morales contre Sean Brady. Lui, là, Morales, là. Ouais. Hein? Un cauchemar pour les 170 livres. Ce gars-là pourrait faire 185 livres, je suis certain. Il est immense. Il est tellement gros, là. Ouf. Victoire au premier round contre Sean Brady, KO percutant. Brady, on le voyait gros. Après ce qu'il avait fait avec Leon Edwards à sa dernière sortie. Sa seule défaite, c'était contre Belal Mohamed. Puis tu en as parlé la semaine passée au podcast, dans des circonstances vraiment pas évidentes pour lui. Décalage horaire et tout. Décalage horaire un peu dernière minute, peut-être mauvaise. Belal l'a pris par surprise, donc crédit aussi au champion là, qui a vraiment bien boxé durant ce combat-là. Mais bref, tout ça pour dire que tout le monde, c'était unanime pour dire que Sean Brady, qui était classé deuxième, méritait d'être deuxième et s'approchait vraiment d'un combat de championnat. Puis là, on se disait, qu'est-ce qu'il va affronter ce jeune cauchemar équatorien, Michael Morales? Il va peut-être le regretter finalement. Il dit, moi, je refuse pas de combat. C'est une mentalité qu'on respecte beaucoup, mais force est d'admettre que c'était peut-être pas la meilleure décision pour la suite des choses. C'était certainement pas la meilleure décision. Là, Brady, qui était très courageux d'aller affronter Morales, qui n'avait pas du tout à l'affronter étant numéro 2. Morales, 19 victoires, 14 KO. Ses 3 dernières victoires, c'est contre Neil Magny, Gilbert Burns, et là vient de battre Brady. 3 KO, 3 premiers rounds. C'est quoi la suite pour lui? Là, maintenant classé deuxième? Ben, exact, parce que là, en plus, on se disait, oui, Gilbert Burns sur la pente descendante, Neil Magny, gatekeeper. Tu regardais sa fiche, tu disais, OK, oui, il est bon, oui, il y a des gros KO, tout ça, mais il n'a pas affronté la crème de la crème. Mais là, il a affronté la crème de la crème en fin de semaine, puis il s'en est débarrassé assez facilement. En 3 minutes. Là. Moi, je l'ai trouvé très imposant parce qu'on sait que Brady, c'est quand même un gros 170 livres. C'est quelqu'un qui est très musculaire. J'ai trouvé que Brady avait l'air tout petit à comparer à Morales. Les coups semblaient puissants. La grandeur, la grosseur, il semblait être imposant. Donc, j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi la suite pour lui. Là. Il est passé 3. En fait, il a fait un bond. Là. Il était 8e, je pense. Il est monté à la 3e place. Et Brady, lui, c'était une chute de 5 rangs. Il était 2e, descend 7e. Qu'est-ce que tu as pensé, plus l'aspect technique de... Je sais pas si tu as remarqué sa position. Il y avait les hanches très, très, très reculées. Ouais. Clairement, pour défendre les amener au sol, il savait que c'était le plan de match de Sean Brady. Ouais. Donc, évidemment, était prêt à contrer la plus grosse force. J'ai l'impression qu'il mettait beaucoup de poids vers l'avant. On appelle ça un petit peu la position cobra. Donc, c'est de se pencher un petit peu vers l'avant, d'attendre le coup, de reculer puis de relancer rapidement comme un cobra. J'ai l'impression qu'il était tellement confiant en sa boxe, en son combat debout, qu'il s'est rendu un petit peu vulnérable pour que Brady, lui, lance quelque chose et rapidement contre-attaquer. C'est vraiment comme ça que je l'ai vu. J'ai pas senti une seconde qu'il y a eu de doute dans son esprit, Morales. Là. Carlos Prates a battu Leon Edwards. Surprenant. Surprenant? Ben, ce que je veux dire par là, c'est que j'avais pas l'impression que Prates dominait complètement le combat. Pas au premier round. J'avais l'impression que c'est ça exactement. J'avais vraiment l'impression que c'était un combat qui pouvait être à la portée de Leon Edwards. J'ai l'impression que Leon Edwards tombe sur un pilote automatique quand il combat. Il tombe sur le pilote automatique, pas d'émotion. On sait pas trop s'il est là, il est pas là. Il envoie des coups. Mais à ses dernières performances, ça a souvent été ça. Pas trop d'émotion et tout. Puis là, ce qui est arrivé, c'est Prates qui a sorti une main droite linéaire que Edwards n'a pas vu venir du tout. Puis c'était pas un coup de circuit, là. C'était une main droite bien placée sur le menton.
Il avait l'air super loin en plus, comme Ouais. si tu peux pas nécessairement développer la pleine puissance quand tu es vraiment au bout du point, puis ça a été suffisant pour... Exactement, mais ça, c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup à mes combattants. Moins tu frappes large, plus tu frappes linéaire, plus c'est sournois, puis on s'en attend pas. OK. Parce que ça vient vite. Clairement, ça a été ça, parce Ouais. que c'est directement en plein milieu du visage, Ouais. effectivement, du menton de Leon Edwards. Lui, ça lui fait 3 défaites 3 consécutives. défaites de suite, exact, c'est ça. Dont 2 mises par hors de combat. Très difficile pour l'ancien champion. Là. Ouais, honnêtement, puis tu regardes ses performances, tu te dis pas que ce gars-là a été champion, puis moi, j'ai jamais été... Je sais pas. J'ai jamais été un gros fan de Leon Edwards. Je respecte énormément ses qualités de combattant et tout ça, mais un peu comme tu dis, tu sais, pas nécessairement spectaculaire dans ses victoires, mais très vulnérable dans ses défaites. Puis, tu sais jamais quel Leon Edwards va se présenter. Il a dominé le premier round. En fait, c'est ça. Le premier round, dominé. Il a été sur le dos de Prates au premier round. Ouais. Et Prates, lui, en bon showman qu'il est, vous avez vu ceux qui ne l'ont pas vu, il a vraiment fait une il y avait Leon Edwards sur son dos, comme en sac à dos. L'autre essayait de l'étrangler puis de frapper. frapper un Il petit peu, il recevait des petites frappes, tout ça sur le bord de la tête. Puis Prates faisait vraiment le visage en voulant dire comme qu'est-ce qui se passe là? C'est donc ben plate, qu'est-ce que je fais ici? Je suis pas capable de m'en débarrasser. Le gars il est sur mon dos, mais en même temps il me frappe puis je sens absolument rien. T'sais, il faisait un petit peu il jouait un petit peu la comédie puis tout ça pour les fans et pour les téléspectateurs. Puis au deuxième round, il est revenu fort puis il a passé le KO à Edwards. Donc c'en est un autre. Toujours Morales, très spectaculaire. oui, c'est ça. Parce que lui a perdu contre Ian Gary, c'était au mois d'avril, mais depuis ce temps-là, il est revenu avec 2 grosses victoires. Ouais. Contre Un gros coup de coude contre Jeff Neal, Neal. c'est ça? Exactement. Et puis cette victoire contre Leon Edwards, qui était classé 4e. Donc, voilà. Voulait une chance au titre. Hein? La première chose qu'il a fait, c'est aller voir Dana White, veut une chance au titre. Sauf que là, la ligne commence à être longue. Là, avec Morales, avec Prates. Si Gary gagne son prochain combat... Exact. Fait que on va en parler là, dans quelques instants du combat de cette fin de semaine parce qu'effectivement, il va y avoir des grosses implications. Juste un mot sur Benoît Saint-Denis. 16 secondes contre Benel Dariush. Aïe, aïe. Mais on en avait parlé un petit peu de Dariush. Hein? Un menton assez fragile, avait subi beaucoup de KO. Écoute, 3 KO à ses 4 dernières sorties, là, Dariush. Là. Donc, vraiment, mais Saint-Denis, belle victoire. Un coup expéditif. Sur toute une séquence. Là, sur une belle séquence. Au moins 3 victoires de suite. Montréal contre Propolek. Exactement. 2 finishes. Rofi à Paris. Et puis, en fait, 3 finishes. 3 finishes consécutifs. Il a fini Propolek, il a fini Rofi, il vient de finir Benil Dariush, rentre dans le top 10. Hâte de voir. C'est pas un gars, on en parle à chaque fois qu'il se bat parce qu'il est tellement imposant. Puis là, il réussit des grosses performances. Il va falloir trouver quelqu'un dans le top 7-8 qui va vouloir affronter Benoît Saint-Denis. Et je pense que Dariush, je ne serais pas surpris que Dariush nous annonce sa retraite. C'est possible. Il avait pensé après son dernier combat contre Moïcano, qui a gagné de peine et de misère. Il dit si j'avais perdu ce combat-là, je pense que ça aurait été la fin. Peut-être que KO en 16 secondes. Ça peut, ouais. Parce qu'en plus, quand tu commences à y penser, il est peut-être trop tard. Là. Ou en tout cas, accroche-toi pas trop longtemps. Là. C'est déjà dans le derrière de ta tête. Ouais. Bo Nicol qui est... quel coup de pied à la tête de Bo Nicol contre Rodolfo Vieira. Mais tu sais, quand on dit qu'on installe un coup de pied, c'était vraiment ça. Tout au long du combat, nous a montré un arsenal de coups très bien diversifié, à travailler les kicks aux jambes, kicks au corps, kicks aux jambes. On n'a pas sorti beaucoup le kick à la tête. Là. On l'avait pas vu dans le combat. C'était des kicks dans les jambes, kicks au corps. On a vu 2-3 kicks au corps qui ont fait mal. On a monté en haut à la tête. Un des plus beaux KO qu'on va avoir vu cette année. Qu'on va avoir vu cette année. Nicole retrouve le chemin de la victoire. On le savait que c'était un lutteur incroyable. Là, on se demandait qu'est-ce que ça allait donner contre un spécialiste de jiu-jitsu brésilien, mais il a dominé. Clairement, il a travaillé énormément sur son striking parce qu'il a dominé debout ce combat-là. Quand c'était allé au sol, il était imposant. Tout ça, réussi à contrôler. Puis termine ça avec un spectaculaire coup à la tête. Donc, Nicole... sa plus belle performance à date dans sa jeune carrière à l'UFC. On a parlé de Blanchfield qui a battu Cortez et Dylan Dennis, dans les estrades. Juste avant le début de la carte principale, bagarre générale. Bagarre dans les gradins et au centre de tout ça, Dylan Dennis, un des amis de Conor McGregor, avec l'équipe d'Islam Makhachev, Abir Nurmagomedov et tout ça. Ouais. Mais n'oublions pas là, que Dylan Dennis, on l'a connu à cause de Conor McGregor. Ben oui. T'sais, ça vient de là. Puis par la suite, là, je pense qu'il essaie de rattraper le bateau là, puis de faire parler de lui le plus possible, mais c'est pas toujours de la bonne façon. Non, exact. Puis là, Dana White a dit c'est terminé. Banni à jamais de tous les galas de l'UFC, cet homme. Donc,
Ça a fait jaser quand même durant la soirée de combat. L'UFC qui passe de New York, du Madison Square Garden à Doha au Qatar, première visite dans ce pays. En finale, Arman Tsarukyan qui affronte Dan Hooker. J'aime beaucoup Dan Hooker. Il est classé 6e à 155 livres. Tsarukyan, même s'il a été laissé sur les lignes de côté au cours de la dernière année, est encore classé numéro 1 dans les classements officiels. Ça vaut ce que ça vaut, mais quand même. Et mon petit doigt me dit que ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a vu cette fin de semaine entre Makhachev et Della Maddalena. Possible. Je pense que Tsarukyan, plus jeune, meilleure forme physique, meilleure santé, moins de blessures à travers les années, moins usé, plus d'outils. Je pense que dans plusieurs aspects, il est supérieur à Dan Hooker, que j'adore, qui donne toujours un bon spectacle. Mais je pense pas que les Néo-Zélandais ont vraiment de chance de l'emporter. C'est ce que mon gars me dit. Je suis complètement d'accord avec toi, Ben. Je me rappelle quand j'avais été à me battre pour Contender Series, je m'entraînais à Syndicate MMA, puis j'ai eu la chance de faire partie un petit peu du camp d'entraînement. Il y avait Hooker qui s'entraîne là, puis qui se battait justement dans le temps contre Islam Makhachev. Ça date, ça fait longtemps. Puis on avait remarqué, moi et mon coach Lévy, que Dan Hooker ne travaillait pas les takedown defense. Il travaillait pas à ne pas se faire un sol. Il travaillais ses soumissions. C'est guillotine. Comme si je me retrouve sur le dos, au moins, je vais avoir des outils. En fait, pas mal certain que je m'en vais sur le dos. Fait que je vais essayer de les travailler. Donc, j'ai trouvé ça quand même... je sais pas si c'était intéressant ou kamikaze, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça exactement. Dan Hooker, c'est un combattant spectaculaire. 6 bonnies de performance à l'UFC. Un gars qui a énormément de combats. 14-8 à l'UFC, sans compter ses 30 combats professionnels. C'est un gars de spectacle. Donc, je serais pas surpris de voir, comme tu l'as mentionné, Tsarukyan vouloir amener le combat au sol, vouloir être vraiment physique, dominant, puis d'avoir un Dan Hooker qui n'a pas nécessairement d'outils pour répondre à ça, essaye des soumissions qui ne fonctionnent pas nécessairement. Vu que tu parles de ça, on va tout de suite écouter le premier extrait. J'ai parlé à Dan Hooker cette semaine justement sur ce choc de style potentiel. Est-ce qu'il s'attend à ce que Arman Tsarukyan tente de le plaquer au sol? On écoute Dan Hooker. Like he's pretty good at keeping the distance and doesn't like to eat a lot of shots, and then once you kind of close into that mid-range, then he'll definitely look to kind of drag it to the mat and get some control time there, which is I'm definitely excited and prepared for what's to come. I think that's what people forget is I've been a 6 foot tall lightweight my entire career, so I've been prepared. Like, everyone wants to throw me on my back, you know what I mean? Like, this is kind of how my game is built around, is people trying to drag me to the floor. So donc vous l'avez entendu, depuis le début de ma carrière, j'ai toujours été 6 pieds, 155 livres, spécialiste de kickboxing. Les gens me connaissent depuis assez longtemps, ils connaissent mon style, ils savent c'est quoi la stratégie pour me battre, c'est de m'amener au sol. Donc, à chaque fois que je me prépare pour un combat, je me prépare mentalement et je me prépare à aller au sol. Donc, pour moi, oui, c'est un style qui me convient un peu moins bien, mais c'est comme ça à chaque combat. Donc, c'est rien de nouveau pour Dan Hooker, essentiellement, c'est ce qu'il nous explique. Il dit aussi, il concède que Arman Tsarukyan est probablement plus talentueux que lui. C'est assez rare qu'on entend un combattant dire ça, mais je veux dire, il dit juste, si je prends pas de risque, j'ai 35 ans, c'est quoi ma meilleure chance de me rendre en combat de championnat un jour dans ma vie à l'UFC? C'est en affrontant le gars qui est classé numéro 1. Donc, je veux dire, pas de risque, pas de cadeau au bout. Là, c'est une chance en or pour Dan Hooker en ce moment là, d'affronter le numéro 1. Puis, oublions-le pas, Dan Hooker, c'est un combattant qui est sur 3 victoires consécutives en ce moment, puis qui est très spectaculaire, qui peut nous sortir un coup de genou, qui peut nous sortir des performances assez solides. Donc, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu, mais de l'autre côté, on a Tsarukyan, que ça fait 18 mois aussi qu'il ne s'est pas battu. Donc, ça aussi, l'expérience, ça joue beaucoup. Tsarukyan, 22 victoires, 3 défaites, beaucoup d'expérience aussi, mais il ne faut jamais compter de Hangman perdu parce que honnêtement, Hooker peut nous sortir un lapin de son chapeau. Là. Parlant de spectacle, évidemment, c'est une fierté pour lui d'être considéré, même après 15 mois d'absence, que ses patrons le placent en finale avec une opportunité de la sorte. Ça veut dire qu'on croit en lui et surtout, peut-être une récompense pour tous les très, très bons spectacles qu'il a livrés au cours de sa carrière. It's just the way I fight. It's just who I am. Fucking hell.
it's just who I am. Like you can't change that. You know what I mean? Like a boring fighter can't come out tomorrow and be like, oh, I'm going to fight exciting tomorrow. It's just not. It's just not who they are. People like to see me fight because it's just the way that I fight. I like to push the action, and put on entertaining fights. Donc voilà, ça fonctionne parfois. Quand il a perdu contre des très très bons combattants. Il a perdu des contre guerres. Poirier, Je me souviens contre Matchev, contre Poirier, contre... de très gros combats. Là. Donc, effectivement, à voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est un combat éliminatoire? Si Tsarukyan gagne, ça laisse peu de place à... Là, il y a une question de calendrier aussi, parce que là, on va être fin novembre. Tout le monde s'attend à ce que Topuria défende sa ceinture en janvier. Ouais. Donc, est-ce que le gagnant de cette fin de semaine va être disponible, dépendamment de comment ça se passe? C'est sûr que si Tsarukyan se débarrasse de Dan Hooker en moins d'un round, pas blessé, pas rien, est-ce qu'on va lui offrir tout de suite en janvier une chance au titre contre Topuria? C'est pas impossible. Même chose pour Dan Hooker si ça se passe assez bien. Mais si c'est une guerre de tous les instants de ces deux gars-là, ça me surprendrait qu'on soit prêt à revenir tôt pour un combat contre Topuria. Donc, on verra. Demi-finale, on en parle depuis le début, mais Belal Mohamed, ancien champion, toujours classé 2e à 170 livres, qui affronte Ian Machado Gary, qui lui est classé 6e chez les mi-moyens. Cette division qui est en plein chamboulement parce que Prates a fait un bon géant au classement. Morales a fait un bon géant au classement. Il y a un nouveau champion qui s'appelle Islam Makhachev. Et là, Ian Machado Gary veut s'insérer dans cette discussion-là comme prétendant au titre. Comment tu vois techniquement, en fait, là, ce choc-là entre Belal et Machado? Mais c'est quand même un choc de style parce que Belal, qui est un combattant qui met beaucoup de pression, qui aime ça, closer la distance, travailler avec sa lutte, travailler avec son jiu-jitsu brésilien. On a Gary de l'autre côté qui est un grand combattant, 6 pieds 3, gaucher, aime utiliser sa distance, ses kicks aussi. Va-t-il laisser sortir ses kicks comme il fait d'habitude? Parce que s'il sort ses kicks beaucoup, ça peut être une belle porte d'entrée pour Belal de prendre la jambe, amener au sol. Donc souvent, c'est là qu'on voit que les gars de kickboxing ont plus de difficultés, vont travailler un petit peu plus avec des kicks linéaires, plus rapides ou leur boxe. Par contre, est-ce que Belal Mohamed s'est remis de sa il a perdu sa ceinture. Il a perdu 5 rounds de 5 minutes contre GDM. Est-ce qu'il s'est remis de ça? Est-ce qu'il rebondit de ça? Parce qu'on a Gary de l'autre côté. Physiquement, mais surtout mentalement surtout, ouais. Parce qu'on a Gary de l'autre côté qui est gaucher comme GDM. Très solide sur ses pieds comme GDM. On a vu que Gary est capable d'aller au sol contre Rakhmonov. Ça a des très belles échanges au sol. S'est pas laissé abattre. A failli terminer Rakhmonov aussi. Donc, ça va vraiment être un combat difficile pour Belal, selon moi. Effectivement, parce que je regarde les statistiques, là, 24-4 pour Belal. Beaucoup de décisions, en fait. Exactement. Machado Gary, lui, 7 KO en 16 victoires, 9-1 à l'UFC. 6 décisions aussi, capable de faire la limite. C'est deux combattants qui ont vraiment beaucoup de cardio, qui ont vraiment une bonne énergie. Là, c'est 3 rounds. Les deux ont fait des 5 rounds déjà par le passé. Donc, à ce niveau-là, conditions physiques, les deux, je vois pas. Exactement. Pas vraiment d'avantage. Là où est-ce que je vois vraiment que ça peut se jouer, c'est au niveau peut-être du dynamisme. Ian Gary semble vraiment au sommet de sa performance en ce moment. Il monte les échelons. Il est jeune, 28 ans. Il est dynamique, il est rapide. Belal, avec la dernière performance qu'il a faite, peut être encore un peu ébranlé. Lui, le sait par contre aussi que, tu sais, il a vu Morales terminer l'ancien champion Edwards en moins d'un round. C'est pas vrai. Il a vu Prates terminer l'ancien champion Edwards en 2 rounds. Et il a vu Morales terminer l'aspirant numéro 2 en moins d'un round. Et donc, lui, le sait qu'il a besoin d'une grosse victoire, d'être spectaculaire aussi contre Mohamed. Oui. C'est pas facile terminer Belal Mohamed. Là. Non. Je suis pas sûr qu'il s'est déjà fait terminer très bonne question. Dans sa carrière. Je vais aller vérifier, là, mais je te laisse aller. En fait, on va écouter l'extrait tout de suite de Gary parce que, bon, il y a cet aspect-là d'être spectaculaire parce qu'il lui dit, si je gagne, si je termine Belal Mohamed, il n'y a aucun doute dans mon esprit que je suis le premier en lice. Mais il reconnaît aussi que cette division-là des 170 livres est complètement folle présentement. Et c'est sûr que c'est intéressant. Ça met de la pression supplémentaire parce qu'il y a plein de bons prétendants, tout ça, mais il dit la profondeur et ce qui se passe présentement chez les 170 livres, c'est vraiment spécial. Écoutons Ian Gary. We found out who the champion is last weekend. Islam Makhachev now holds the belt. When I knock out Belal Mohamed, I am absolutely the obvious title contender. And that's what I'm fighting for this weekend. When I spark Belal Mohamed and I put him unconscious, there is only one person I'm looking to fight, and his name is Islam Makhachev. The 3 contenders right now
okay, after this weekend are Pratchett and Morales. Okay? Bilal Muhammad finished Sean Brady, who Morales fought. And Bilal Muhammad absolutely annihilated Leon Edwards, who Pratchett beat. Not only that, I beat Carlos Pratchett off the couch on 3 weeks' notice. So there is no argument, my friend. When I knock out Bilal on Saturday night, I am absolutely next in line, and the other boys can throw their toys out the pram if they want. But that's the fact. I'm next, and there's no argument about it. Donc, vous l'avez entendu, j'ai battu Carlos Prates à 3 semaines d'avis, au mois d'avril. Donc, lui, il ne peut pas me dépasser, c'est sûr, dans la liste. J'ai battu... je vais avoir battu Belal Mohamed en fin de semaine. Je vais battre Belal Mohamed en fin de semaine, qui lui a déjà battu Brady. Donc, Morales qui a battu Brady, il ne peut pas me dépasser. Bref, cette logique-là, cette règle de 3 que fait Yann Machado, Gary. Je ne sais pas si l'UFC est d'accord avec cette règle. Non, ben c'est ce que je lui ai fait remarquer. Mais tu sais, un gars confiant, Ouais, il a dit, regardez, c'est un peu ça. Je lui ai dit, je me fais l'avocat du diable. Qu'est-ce que tu penses de Shavkat Rakhmonov? Il dit, il est blessé, il ne reviendra pas tout de suite. Qu'est-ce que tu penses de Kamaru Usman? Parce qu'il va être d'accord avec ta logique. Il n'y a plus de genou. L'UFC ne veut pas le mettre contre Makhachev. Il va se faire tôle. Ouais, c'est ça. Il va se faire blague. Seule défaite avant la limite de Vicente Luque 2016. Hey, ça date de longtemps. Ça date. Exactement. Bref, voilà pour cette fin de semaine. Juste à terminer avant de passer à Samouraï. Parce que, est-ce que tu te considères présentement, et là, brûle pour point, que la division des 170 livres est la plus intéressante présentement à l'UFC? De loin, la plus intéressante, là. Hey, on a Rakhmonov, on a Yann Gary, on a Belal Mohamed. Islam qui est là maintenant. Islam Makhachev qui est là. GDM qui est pas très loin. Là, on a Bonfit là, qui veut s'en venir tranquillement, là, qui est classé 11e. Bonfim, exactement. Donc, c'est vraiment une catégorie, là. C'est une des plus grosses. Buckley, Usman, c'est une très grosse catégorie. Ouais. Ouais, effectivement. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les 135 livres. Mais je pense qu'effectivement, tout le monde dans le top 15 à 170 livres est vraiment quelque chose. Mais là, je me demande vraiment si Islam n'est pas dans une... Est-ce qu'on repart pas pour un règne à la Georges Saint-Pierre ou à la Kamaru Usman, des gars qui ont vraiment gardé cette ceinture-là pendant longtemps et qui étaient vraiment imbattables dans une classe à part. Hâte de voir. Avec les prochains combats, d'après moi, on va pouvoir avoir une meilleure idée. Effectivement. Samouraï MMA chapitre 17, retour de l'organisation québécoise cette fin de semaine au Casino du Lac-Lémy. En finale, Michael Dufort contre Alexandre Ribeiro, le Brésilien de 33 ans. Comment je vous présenterais bien ça? Mick Dufort, 2 victoires de suite au premier round. Je ne sais même pas s'il a passé une minute totale à ses 2 dernières sorties à Samouraï. Il affronte encore un Brésilien. Puis je veux pas jeter la pierre à personne à l'organisation Samouraï, là, qui est peut-être la meilleure au Canada présentement, mais c'est difficile de trouver des adversaires de calibre pour Michael Dufort et pour les gros noms de l'organisation présentement. Et je pense que cette fin de semaine, je connais pas Alexandre Ribeiro plus qu'il faut, là, mais je regarde sa fiche. Là. Il a perdu son dernier par KO au mois d'octobre. Il a une fiche de 3-5 à ses 8 derniers. Il a fait 1-4 à ses 5 derniers parce qu'il fait aussi de la si on inclut ses combats en boxe. Effectivement. Donc, en sport de combat, c'est pas un gars qui a connu énormément de succès à ses dernières sorties. Si la logique est respectée, Mick Dufort va pas passer un round cette fin de semaine. Si la logique est respectée, Michael Dufort va garder sa ceinture. Il est sur 2 victoires consécutives au premier round, comme tu l'as mentionné. Tu sais, Michael Dufort, c'est un combattant venant du H2O qui s'entraîne extrêmement fort. Il veut combattre. Il veut se battre contre les meilleurs dans le monde. On ne peut qu'être content pour lui qu'il ait l'opportunité de combattre. Malheureusement, oui, ça semble extrêmement difficile pour l'organisation Samouraï MMA de faire venir des combattants, surtout à un haut niveau. Comme ça, on le sait, Dufort, il s'est battu un petit peu partout dans le monde, touché à PFL, donc UAE Warriors. UAE Warriors, exactement, et d'autres organisations aussi. Donc, c'est sûr que ça devient difficile. C'est un gars qui a énormément de combats, plus de 20 combats professionnels, donc ça prend des gros noms. Là. Est-ce que tu as eu la chance de voir l'extrait de nos amis du 5e round? Non. Lucas, il y avait Lucas Sonac, notre ami. J'ai celui de Charles Jourdain. Avec Charles Jourdain et Camilo Avellan qui parlait de Mick Dufort. Et puis, il y avait un argument un débat, en fait, entre Camilo et
Charles. Ouais. Camilo disait Michael Dufort mérite sa place à l'UFC. Il est de loin le meilleur 155 livres au Canada. Puis Charles disait essentiellement il a affronté personne. Et quand il a affronté des gens, notamment à la PFL, il a fini ça sur 2 défaites. Ça donne pas le goût au matchmaker de l'UFC ou au patron de l'UFC de signer un gars comme ça qui n'est pas capable de battre des gros noms. Oui, il va écraser toute la compétition sur les circuits locaux, mais quand il arrive dans des gros combats puis avec des adversaires un peu plus de renom, il n'est pas capable de les battre. Je trouvais Charles très dur envers Mick. Ouais. Et mon opinion à ce sujet-là, c'est oui, il a affronté, comme je vais réutiliser l'expression de Charles, des cannes à ses derniers combats. Il a quand même gagné un combat à la PFL de façon spectaculaire. Il a quand même fait les éliminatoires de la PFL, qui est une bonne organisation. Et je pense, et Charles ne pourrait pas être en désaccord avec moi parce que c'est exactement ce qui est arrivé à son frère, Louis. Tout ce qu'il faut donner à Michael Dufort, c'est une chance à Contender Series. Ouais. Et là, il va pouvoir prouver s'il a sa place ou non. Parce que c'est sûr que tu ne peux pas le juger nécessairement sur des victoires en 1 minute au Casino de Montréal ou au Casino du Lac-Lémy contre des gars qu'on ne connaît pas. Mais est-ce que ça ne mérite pas au moins d'avoir une chance, une opportunité? Puis s'il perd à Contender Series, on n'en parle plus. Alex Morgan a eu sa chance. Il a perdu à Contender Series. Il a accepté sa défaite. Il est revenu à Samouraï. Il est un des bons combattants au Québec, mais roule sa bosse quand même, mais n'a pas de regret parce qu'il l'a eu au moins son opportunité. Ouais. Corinne Laframboise a eu son opportunité. Ça n'a pas fonctionné. Elle a pris sa retraite. Elle est passée à autre chose, mais au moins, elle a eu sa chance. Donc, pas de regret de ce côté-là. Imagine si Michael Dufort doit un jour accrocher ses gants en n'ayant jamais eu sa chance. Ouais. Dans une émission comme Contender Series, c'est là que ça va faire mal. Donc, je pense que ce qu'il faut à ce moment-ci de la carrière de Michael Dufort, c'est un agent qui va au moins lui obtenir une opportunité à cette émission-là. Puis je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Puis tu sais, Michael Dufort, ça fait longtemps qu'il est dans le sport. Ça fait longtemps qu'il se bat. Il a commencé sa carrière professionnelle avec 2 défaites. Il a remonté de ça. Il a gagné beaucoup de combats. Il s'est battu très jeune en parenthèse. Il s'est battu, ça fait longtemps, contre Jesse Ronson. Il y a eu des gros combats en début de carrière. Ça fait longtemps qu'il est à l'entraînement et qu'il travaille. Moi, je pense qu'il est prêt pour les grandes ligues. Je pense vraiment qu'un test ultime pourrait être un combat à Contender Series pour gagner un contrat. Parce qu'on sait que Contender Series, c'est les meilleurs partout dans le monde. Donc, puis tu sais, Michael Dufort, c'est un gars qui termine ses combats. C'est un finisher. Souvent, quand il n'a pas réussi à gagner ses combats, c'est souvent parce qu'il est allé pour le finish. Ça n'a pas fonctionné. Puis des fois, c'est là que ça devient difficile. Mais j'adorerais voir Michael Dufort à Contender. C'est un gars qui se met en danger aussi. Prêt à prendre des risques. Il prend des risques, oui, mais c'est un combat. C'est ça. Mais il faut prendre des risques calculés. Mais c'est pas quelque chose que l'UFC déteste non plus. Non, c'est pas un gars qui est conservateur. C'est un sport de spectacle, puis tu te dois de prendre des risques. Tommy Morrison en demi-finale contre Alfredo Muyad, un Chilien. Tommy qui est 9-0, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. C'est un gars qui finit ses études. Présentement, il doit être dans ses derniers 1000. Là. On parle beaucoup à son père Jean-François qui m'explique que Tommy, pour lui, c'est important là, de terminer ses études en génie informatique. Et puis, mais c'est un gars qui, malgré qu'il est à l'école à temps plein, s'entraîne 2 fois par jour, son père m'explique. Ouais. Très dédié, très discipliné. Là. C'est ça. C'est un... Je vais dire un spécial, j'ai pas d'autres mots qui m'en mais dans le bon sens du terme. Oui, exactement. C'est un athlète d'exception, c'est une personne d'exception, un athlète d'exception 100% dédié dans tout ce qu'il entreprend, que ce soit les études ou le combat. Tout ce qu'il a besoin, lui, c'est contrairement à Dufort, qui lui est la pédale dans le fond. Il y a la pédale dans le fond, qui a des défaites. Tommy n'a pas de défaites, mais il n'y a pas de coup d'éclat non plus dans sa carrière après 9 combats, vraiment. Ouais. Faut qu'il aille chercher quelques finishes. Hein. Exactement. Tommy Morrison, qui est un spécialiste du jiu-jitsu brésilien, ceinture noire, mais tellement puissant aussi au niveau du combat debout. Un bon jab, des belles variations de coups. Mais Tommy Morrison, c'est 9-0. Seulement un finish à ses 9 victoires, si je ne m'abuse. Donc, veut absolument aller chercher une performance spectaculaire parce qu'une performance spectaculaire, défend sa ceinture, 10 victoires, aucune défaite, ça devient vraiment intéressant pour le jeune homme. Là. Effectivement. En fait, sa ceinture n'est pas en jeu cette fin de semaine si je me fie à Tapology parce que c'est un combat oui, c'est un catchweight, à 130 donc livres. C'est ça, c'est un...
Son adversaire, qui est un Chilien, je le disais, 36 ans. 36 ans, fiche de 10 et 7, quand même 6 KO là, dans ses 10 victoires, donc c'est un cogneur. Est-ce que Tommy va falloir échanger contre ce gars-là? À suivre. On sait que Tommy, c'est un combattant qui adore le spectacle, hein, qui est prêt à aller un petit peu échanger debout pour que la foule s'anime un petit peu, puis par la suite peut amener le combat au sol, mais souvent aime échanger debout. Là. Exact. Donc, à suivre, donc, c'est en demi-finale. L'autre combat qui retient notre attention. Et c'est dommage parce que Julien Leblanc, favori local, bien sûr. Devait défendre sa ceinture contre Santana, un Brésilien qui était sorti de Contender Series. Un Brésilien très dangereux, donc c'était un beau combat pour peut-être une porte d'entrée à l'UFC pour Julien Leblanc. Mais là, peut-être dernière minute, je pense, on a eu un changement d'adversaire. Là. Exactement. Il affronte un gars de la Saskatchewan qui s'appelle Ryan Rohovich. Surtout un gars plus petit, là, j'ai l'impression, parce que le clan Rohovich semble avoir demandé que Julien ne soit pas trop lourd parce que le poids est fixé à 181 livres pour ce combat-là. Honnêtement, c'est un adversaire. Et encore une fois, à Daniel, j'imagine dans les circonstances, à la dernière minute comme ça, c'est pas évident de trouver un gars de calibre international, là, mais 38 ans, Rohovich, fiche de 6-9, 1-5 à ses 6 derniers. Au moins, Julien va être actif. On sait que Mais Julien Leblanc... je veux dire, puis ça se passe dans la cage. Là. Je veux pas présumer de rien. Sur papier, Julien Leblanc largement supérieur à son adversaire. Sur papier, Julien Leblanc largement supérieur. Peut être un combat risqué quand on se bat contre quelqu'un comme ça, qu'on peut sous-estimer un petit peu, peut-être un style complètement différent de l'adversaire qu'il allait prendre. Chose sûre, Julien Leblanc, c'est un gros vendeur de billets. C'est quelqu'un qui est très populaire dans la ville de Gatineau, là où ils vont combattre. Donc, le plus important pour lui, c'est vraiment d'au moins de pouvoir combattre, d'embarquer, d'être actif, puis de pouvoir donner à ses fans, ses amis, un bon spectacle. Nathan Pouliot sur la carte, Antoine Chaput sur la carte, également Olivier Poisson. On a Jonathan Ramsey Max aussi. Côté. Jonathan Ramsey, c'est vrai. Qui va essayer d'aller chercher sa 2e victoire consécutive, qui a réussi à faire un beau retour au Casino de Montréal à son dernier combat. Donc, Joe Ramsey, Showtime Showtime ou Finish Him, on n'est plus sûr. Là. C'est quoi son... Je pense que c'est Finish Him maintenant. Il a changé. Ouais. J'aimais bien Showtime. Louis Sanoudakis, le vétéran également. Oui, il n'en a pas oublié. Isaac Herbert, lui, on l'avait vu au casino. Il avait été vraiment impressionnant. Je ne sais même pas s'il a 20 ans. Il est vraiment jeune. Il est quelque chose. Hein. Zach Herberg et Louis Sanoudakis, c'est 2 produits du Tristar Gym à Montréal. Vraiment 2 combattants à ne pas sous-estimer, à garder sous notre œil. Des spécialistes de Jiu-Jitsu, des combattants très bons debout. Donc Zach Herberg qui est un petit prospect. Puis de l'autre côté, on a Louis qui est vraiment plus un vétéran. Donc vraiment à surveiller. À noter également que l'adversaire de Dufort, Alexandre Ribeiro, a raté le poids par 4,4 livres aujourd'hui. Ce qui est immense. Je m'étais laissé une note. Oui, c'est immense. C'est pratiquement 5 livres. Je pense pas que ça va faire une différence, mais... On a vu Michael Dufort qui n'était pas très content de ça. Non, exact. Avec raison. Pas très content, puis une petite motivation supplémentaire peut-être pour Dufort. Là-dessus, on passe aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Ouais, longue émission aujourd'hui. On termine ça rapidement avec quelques actualités qui ont retenu l'attention cette semaine. Kai Kara-France, vétéran, gars qui s'est battu 2 fois en combat de championnat chez les 125 livres à l'UFC, prend une pause d'1 an. Il a indiqué à ses patrons que pour la prochaine année, il n'allait pas combattre. En fait, il ne s'est pas battu depuis non plus juin. Perdu au 3e round contre Alexandre Pantoja en combat de championnat. Donc ça implique se retire des tests antidopage aussi. Il ne peut plus être dans les classements. Il était classé peut-être 3e ou 4e à 125 livres. Son nom a été retiré. Donc les gens se demandaient est-ce qu'il a pris sa retraite, tout ça. Il dit non. Pour l'instant, c'est une pause. A besoin de se ressourcer. C'est un gars qui a eu c'est un gars qui est très, très bon. Ouais. Vraiment puissant à 125 livres. Un spécialiste du KO quand même. Il en a plusieurs spectaculaires. Mais arrivé contre l'élite, la crème de la crème, ça a été très difficile. Puis sa dernière défaite a vraiment été crève-cœur pour lui. Là. Ça lui a je l'ai vu après, j'étais là à Vegas en coulisses. C'était difficile pour Kai Kara-France. Je pense que ça ne fera pas de tort de se retirer. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de le faire, mais quand tu peux, c'est pas une mauvaise chose. Exact. Puis c'est
on l'a vu, un combattant tellement émotif, tellement fier. À chaque pesée, à chaque entrée, à chaque célébration, il était toujours relié un peu à sa culture en faisant des grimaces, des visages. Des signes maoris. Des signes, oui, exactement. Donc, vraiment, clairement, c'est un homme qui vit de ses émotions fortes. Quand tu es impliqué à 100%, ça va bien, mais quand tu es impliqué à 100% puis que ça va mal pour vrai. Fait que là, j'ai vraiment l'impression que pour lui, c'est le venu d'une nouvelle ère, d'un changement. Puis je pense vraiment que c'est tout en sa faveur parce que Kara France, c'est un combattant qui est tellement spectaculaire qui va à la guerre. C'est souvent 50-50. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Si sa tête n'est pas là, aussi bien qu'il reste à la maison. Qu'est-ce que tu penses des commentaires de Dana White sur Francis Ngannou? On commence à parler d'un... Ngannou a mentionné John Jones. Ngannou Jones à la Maison-Blanche, ça impliquerait un retour potentiel de Ngannou à l'UFC. Avec les commentaires de Dana White, ça va pas arriver. Là. J'ai vraiment... Je vais vous raconter une anecdote rapidement. Okay, moi, juste avant que tu commences, les commentaires, en gros, c'est que Francis Ngannou est une très mauvaise personne, qu'il est violent même. Il y aurait eu des altercations physiques entre Ngannou et Dana White, ainsi que d'autres personnes à l'UFC. Vas-y, ton anecdote. Quand je m'entraînais au UFC PI, il était juste à côté de moi puis il faisait des squats à côté de moi. Okay? Puis à ce moment-là, son nom c'était The White Lion. J'avais une chaîne en or avec un lion en or. Puis il était juste à côté de moi, il s'entraînait à côté de moi. Puis quand il m'a vu, il m'a serré la main puis il a vu ma chaîne en or. Puis je te le dis, là, il a pris ma chaîne avec ses deux doigts puis il m'a dit « C'est une belle chaîne en or, c'est un beau lion. » Puis comme en me tirant un petit peu comme... Est-ce que tu peux me la donner? À ce moment-là, c'était lui le champion. Puis j'ai vraiment l'impression que les gens lui en donnaient beaucoup. Moi, c'était ma chaîne à moi. C'était mon deuxième combat à l'UFC. C'était pas vrai que j'allais donner ma chaîne, tu sais. Mais j'ai vraiment senti que c'était un personnage très imposant puis qui voulait beaucoup de respect. Fait que d'entendre des histoires comme ça par la suite, avec l'expérience que j'ai eue avec Francis Ngannou, je suis peut-être pas surpris. C'est drôle que tu dises ça parce que après ce que Dana White a dit, il y a un ancien employé de l'UFC, et tu le sais très bien parce que tu es allé, tu parles du PI. Les bureaux, les gens de bureau de l'UFC sont dans le même édifice. Ouais. Et un des gars qui a dit sur les réseaux sociaux, il dit « Moi, j'ai travaillé pour l'UFC pendant quelques années, je n'y suis plus, mais Ngannou s'entraînait à temps plein au PI, il était toujours là. Il se promenait dans les bureaux. Il venait dans l'espace de bureau. Là, des gens de bureau là, qui n'ont pas rapport pantoute avec les combats. Il venait, il se plaçait. Et puis c'est un monstre. Là, il est immense. Il se plaçait au-dessus des employés. Puis c'est comme s'il était un petit... supérieur. Ouais, supérieur. Ou toujours, il dit c'était vraiment bizarre. Il voulait démontrer, un peu comme tu as dit, sa supériorité physique. Ouais. Et à ce moment-là, il était champion. Il avait battu Cyril Gaines. C'était dans ce moment-là. Il venait voir des gens. Apparemment, il n'était pas content par rapport à certains visuels, des affiches ou quelque chose. Il venait voir les employés. Tu devrais changer ça. En plus, les gens sont comme, mais c'est pas toi qui décides ça. Tu n'as pas ton mot à dire là-dessus, tu sais, tout ça. Mais OK, ça corrobore un peu ce que cette personne-là disait. Oui, énormément. Quand j'ai vu ça sortir, ça m'a tout de suite remémoré ce souvenir avec Francis Ngannou. Les gens, ils disaient, c'est un intimidateur. Mais il dit, j'ai jamais vu d'altercation physique, mais dans son non-verbal et dans sa façon de se présenter aux gens. Un aura très intimidant. Il voulait intimider ou s'imposer. OK, intéressant. Isaac Dulgarian, suspendu par la Commission athlétique du Nevada. Pas surprenant, c'est celui qui est au cœur de ce scandale de paris sportifs potentiels. Est-ce qu'il aurait triché? Est-ce qu'il aurait perdu par exprès? Il y a quelques semaines, on en a parlé. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec ce dossier-là qui suit son cours. Il y a des enquêtes de l'UFC, des enquêtes du FBI aussi par rapport à ça. On vous tient au courant. Et dernière petite nouvelle, Joanna Jędrzejczyk a fait un Q&A qu'on appelle une séance de questions-réponses avec des fans en lien avec l'UFC 322. Et elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit, moi, je regrette pas du tout d'avoir pris ma retraite, mais si je revenais à la compétition, ce serait si on mettait en jeu une ceinture BMF, donc Baddest Motherfucker. Qu'elle mérite amplement. Une ceinture BMF féminine. Oui. J'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai, il y en a une pour les gars, il n'y en a pas une pour les filles. Je suis complètement d'accord. Et au moment où elle était à son meilleur, elle méritait 100%. Amplement cette ceinture-là. Est-ce que je veux voir Joanna faire un retour? Absolument pas. Pas après les derniers combats qu'on a vus. Elle a perdu des guerres. De manière, et puis elle s'est fait toucher. Il y a eu des dommages cérébraux qui ont été faits. Là, on veut voir Joanna à la retraite. Elle a tellement eu une belle carrière. Elle a tellement fait de belles choses. Elle mérite un repos pleinement mérité. C'est qui les deux BMF? Et Joanna, je suis d'accord avec toi, en est une. Ça serait qui la deuxième? Moi, j'aime bien...
Silva, là, qui s'en vient, là. Natalia Silva. Natalia Silva, là, je trouve qu'il a une belle attitude, très dynamique. Ça pourrait être intéressant d'aller faire un combat. Ouais, mais justement, pour une BMF, elle est trop gentille, trop ouais, propre. c'est vrai. Ça prendrait quelqu'un... Moi, Tug Rose, là... Ouais, Tug Rose, c'était... Oui, mais ça prend des... Là, ça faut qu'il revienne au sommet. Mais je suis d'accord, ouais, c'est ça. Parmi les filles qui sont présentement au sommet, Quoique Valentina... Quoique Rose, qui n'est pas nécessairement sur une belle lancée, contre Joanna, les deux se sont déjà affrontés. Peut-être que ça pourrait faire un combat. Toi, d'après moi, tu sais des choses qu'on sait pas. Oh non. Et puis honnêtement, je pense pas que l'UFC va faire une... La ceinture de BMF, c'est un peu n'importe quoi en tant que tel. Je pense que c'est un attrait touristique de plus. Ouais, vraiment, c'est ça. Puis en même temps, je suis d'accord avec toi que Joanna ne devrait pas revenir. Elle a tout donné. Ah oui. Elle a été exceptionnelle. Et j'espère qu'elle apprécie vraiment sa retraite bien méritée. Merci d'avoir pris le temps, mon cher ami Johan. Merci à vous. Bon samouraï demain, bon gala de l'UFC à Doha, au Qatar. Merci à Phil en régie pour tout ça. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes. Cube Radio, bien sûr. Apple Podcast, Spotify, n'importe quelle plateforme également. En vidéo sur la page YouTube de TVA Sport. Vous pouvez vous abonner également. Je m'appelle Ben Baudouin. On se dit la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast. Ciao.